Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 9. Marie Pénaud, Yasmina Ossine, médiation équine pour un groupe d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement à deux voix. Bonjour. Donc, le but, c'est de faire un partage de pratiques. Donc, on va vous présenter. Donc, je suis toute seule, mais je ne serai pas toute seule. Avec la technique, on peut être à deux. Donc, un dispositif de médiation équine à deux voix. Donc, il y aura deux voix et il y aura aussi deux possibilités. Donc, pour un groupe d'enfants avec TND. Donc, je m'appelle Yasmina Ossine, je suis psychomotricienne, thérapeute avec le cheval. Voilà. Et ma collègue... Bonjour, je me présente, Marie Pénaud, psychologue clinicienne. Je travaille avec les enfants, les ados et les adultes dans ma pratique en libéral, mais j'ai aussi une pratique en protection de l'enfance avec des enfants, ados et familles qui rencontrent de grandes difficultés. Donc voilà, j'ai cette pratique en libéral que je partage depuis quelques temps avec Yasmina aussi. Nous nous connaissions d'ailleurs sur une autre institution. Nous avons commencé là ensemble l'équithérapie ou la médiation avec le cheval, suivant les projets. En tout cas, voilà, aujourd'hui l'idée était effectivement de vous proposer un dispositif que nous mettons en place ensemble depuis quelques temps et de vous présenter la complémentarité de nos deux voies, de nos deux spécificités dans le dispositif que nous mettons ensemble, complémentarité dont on est vraiment convaincu et qui est une richesse clinique pour chacune, en tout cas pour moi, mais je ne m'avance pas sur la conclusion de notre présentation. En tout cas, voilà, je n'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui, donc on a trouvé ce moyen-là pour faire porter ma voix dans ce dispositif à deux voix. Alors, profitez-en bien et à toi Yasmina. Donc un petit peu le sommaire, donc on va vous présenter donc notre rencontre entre thérapeutes quand on parle de nos patients. Donc on va vous présenter deux cas cliniques. Et à partir de ces rencontres, notre dispositif de médiation équine, on va essayer de vous faire partager une des séances qu'on a trouvées qui était intéressante à vous faire partager. Et peut-être que lors de ce partage de séances, on va pouvoir être en interaction, puisque le but de notre travail, c'est justement d'avoir deux points de vue. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, on aura plus que deux points de vue, on aura plusieurs points de vue qui pourraient être intéressants par rapport à notre dispositif. Parce que nos patients également, avoir peut-être un retour. Et puis la conclusion, donc à deux voix, qu'est-ce que l'intérêt qu'on voit, nous, pour travailler comme ça, cette complémentarité entre une psychomotricienne et une psychologue clinicienne. Donc moi, je suis psychomotricienne, donc en psychomotricité, généralement, mon patient vient parce qu'il y a une prescription médicale. Généralement, ça passe par un bilan psychomoteur ou une observation psychomotrice. À partir de cette observation, ce bilan psychomoteur, je propose un suivi ou pas, avec des objectifs, des axes thérapeutiques. Donc je vais vous parler de Ruben. Donc Ruben, je le présente à Marie en lui disant, tu sais, je te l'avais déjà évoqué l'année dernière, puisque ça fait déjà 4 ans que Ruben, je le rencontre. Donc moi, je le rencontre, cet enfant qui est diagnostiqué TDAH, je le rencontre parce que il y a donc en 2021, il m'avait été adressé pour des difficultés pour se poser. Il était juste en CP, il avait une grosse agitation, il parlait beaucoup et la maman était appelée régulièrement par l'enseignante pour venir le chercher puisqu'elle était débordée de voir cet enfant comme ça. Cet enfant, donc, il a été suivi en psychomotricité une fois tous les 15 jours avec le médiateur cheval. Donc, ce que je vois quand je rencontre Ruben pendant le bilan psychomoteur, c'est que c'est un enfant avec beaucoup d'excitation et un manque de contenance dès qu'on fait des épreuves où il faut s'engager corporellement dans l'action. Donc, il met trop de force. Quand il doit faire un petit demi-tour, c'est plus d'un demi-tour. Ça lui donne des problèmes d'équilibre, que ce soit des équilibres sur la pointe des pieds, un déséquilibre vers l'avant. Et ce qu'on voit par rapport à cet équilibre, qu'il en joue. Il joue sur ce déséquilibre. Ce déséquilibre également, ça lui donne des rires, donc des difficultés à se réguler, à se positionner, et se réguler face à l'adulte, se positionner face à l'adulte. Quand on lui, donc il y a des épreuves comme ça, il doit sauter à cloche-pied dans un endroit bien précis. Quand on lui demande, il le fait, saut à cloche-pied, il se contient, et dès qu'il s'arrête, et ben là, il s'effondre dans tous les sens,
Et donc on voit qu'il a vraiment beaucoup de difficultés à se tenir un petit peu par lui-même. Dès qu'on commence à faire des petites épreuves un petit peu du type latéralité, il parle, il s'ennuie. On n'est plus là trop dans de l'engagement d'action, mais là, il s'ennuie. Donc après, il y a des épreuves de structuration spatiale. Et là, on voit que tout ce qui est l'accès à l'écrit, ça provoque une anxiété. Il fait beaucoup de bruit, il touche à tout, il contredit, il se met debout. Et puis, il voit qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait, mais c'est pas grave, c'est impossible pour lui de refaire. Au niveau de l'organisation temporelle, on voit qu'il y a une fluctuation de la voix. Il fait beaucoup de bruit avec le crayon, il répond vite aux questions. On voit donc de l'impulsivité. Et dans son organisation du geste, il a un recrutement tonique important. Il met les bras vers l'arrière, il a beaucoup de contractions au niveau de la sphère orale. Et dès qu'on lui demande un petit peu, à un moment on lui demande dans un bilan, il faut aller un petit peu plus vite, on geste d'accélérer le geste. Et là on voit que par rapport à la performance, il commence à se désorganiser, à commencer à s'exciter. Pareil, au niveau de la respiration, il a un changement de respiration, soit il hyperventile, soit il bloque. Ainsi, la conclusion, on va dire, du bilan, c'est que c'est un enfant qui présente un trouble de la régulation tonico-émotionnelle, donc qui ont des répercussions sur, on va dire, l'écriture, la graphomotricité, les coordinations oculomotrices, les praxies, et ce qui aussi ressort de l'anamnèse avec la maman, c'est que la relation avec les pères est difficile. C'est vraiment compliqué pour cet enfant de se poser et d'être à l'écoute avec les autres. Déjà qu'il a du mal à s'écouter lui-même, comment il peut écouter les autres ? Donc du coup, j'ai proposé un suivi en psychomotricité, mais ce suivi en psychomotricité, donc avec le médiateur cheval, ne peut pas se faire tout de suite. Donc il y a un délai d'attente. Et la maman, elle entend que du coup, il y a un travail avec le cheval, elle va voir un petit peu sur les réseaux, et elle voit que c'est intéressant pour des enfants avec ce qu'on appelle un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc elle inscrit son enfant au cheval pour faire de l'équitation. Mon objectif de travail, ça va être un travailler sur l'estime de soi, afin de l'apaiser, afin de pouvoir s'accorder la rencontre. Et l'observation du cheval vont permettre peut-être une mise en sens, le travail sur les angoisses de performance, les angoisses de chute, d'effondrement, travail sur les sensations et un travail d'écoute. Donc ainsi, de 2021 à 2025, une fois tous les 15 jours, je rencontre cet enfant. Alors, je dois avouer que les débuts, c'était un petit peu compliqué, dans le sens où il faisait de l'équitation. Et quand il venait à sa séance de psychomotricité avec le cheval, il voulait refaire pareil. Il ne comprenait pas trop ce que je lui proposais de différent. Et madame également, au bout de 4 séances, elle me dit je ne sais pas du tout si je vais poursuivre, parce que là, je ne vois pas du tout de changement. Et puis en plus, quand il rentre à l'école, c'est infernal après votre séance. Bon, donc du coup, on discute. Je lui explique que au bout de 4 séances, je ne fais pas de miracle. Voilà, une fois tous les 15 jours, et que peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de se mettre justement en lien avec cette maman, pour montrer à cet enfant aussi qu'il y a du lien, il y a quelque chose qui passe, c'est pas je viens, je pars, il y a du dedans, de dehors, il y a du lien, et du coup, même aussi par rapport à ce qui se passe à l'école, tout se touche, tout interagit. C'est pas je viens faire ma séance, c'est arrêté, je repars. Et puis, comment on fait un sas de décompression, puisque c'est un enfant qui vient en taxi, comment aussi, par rapport à ce trajet, comment on peut réfléchir là-dessus. Donc c'est un enfant qui a continué, puisque je le vois encore maintenant. Donc au départ, c'est un enfant qui était dans le contrôle, dans la demande de répétition de ce qu'il sait, ou ce qu'il connaît déjà, pour le rassurer. Le choix du poney, il se fait en fonction des compétences du poney. Donc je lui propose plusieurs poneys, il me demande, et alors lui il m'a l'air plus fort que l'autre, donc celui je le veux. Et puis il veut toujours aussi le poney inaccessible. Il me dit je veux celui-là, je lui dis non, je te l'ai pas proposé. Donc mais il veut toujours celui qu'il ne peut pas avoir. Au niveau moteur, on voit que c'est un enfant qui est hypertonique, assez rigide. Il se présente un peu comme ça tout le temps, comme ça, il garde à vous un peu. Et sa relation avec le poney, elle se résume au départ à il a bien fait, il a mal travaillé. Est-ce que je peux lui donner une récompense ? S'il a bien fait, bien sûr, mais s'il a mal fait, on ne lui donne pas de récompense. Peut-être, là, à ce moment-là, on peut réfléchir aussi sur lui, comment il se voit aussi. Est-ce que quand il a bien fait, il a une récompense, et quand il a mal fait, il n'a pas de récompense, par rapport à son souci de performance. Et parler de lui directement, c'est pas possible. Par contre, il peut parler des ressentis du poney. À présent, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est moins dans le mouvement. On peut maintenant lui proposer un travail à pied. Il préfère justement faire plutôt un travail à pied et rencontrer son poney. On fait un travail beaucoup en liberté, où du coup il peut être avec son poney,
le laisser faire ce qu'il a envie, ressortir et ne pas être toujours dans l'hyper-contrôle, toujours à côté de son poney. De savoir que l'autre peut avoir aussi une vie, lui peut avoir une vie, et ils peuvent se retrouver, rencontrer, on va dire, et se retrouver. Ça, c'est beaucoup plus facile pour lui. Avant, ce qu'il aimait, c'était surtout le portage. Et donc là, à nouveau, quand il y a beaucoup d'angoisse, ce qu'il préfère, c'est trotter. Alors pourquoi trotter ? Parce qu'il a besoin de sentir à l'intérieur de lui ce qui se passe. Le portage ne lui suffit pas. C'est-à-dire que ça met juste une limite corporelle, un apaisement, mais il a vraiment besoin de se sentir à l'intérieur de ce qui s'y passe, et donc le trop remet de l'intériorité. À présent aussi, il peut parler des poneys en termes de noms. Il peut leur dire, ah, tiens, un tel s'appelle Caramel, l'autre s'appelle un tel, alors qu'avant c'était juste un poney. Il peut choisir un poney, et il veut toujours le même poney. Donc maintenant, il travaille avec Falcon. Il a travaillé beaucoup avec Falcon, qui lui a appris, entre guillemets, justement à je me colle, je me décolle, je colle, je me décolle. J'ai besoin de mon espace, tu as besoin de ton espace, et comment tu peux justement me laisser mon espace. Ce qu'on peut voir dans la famille, la maman peut dire que des fois, Ruben est trop avec elle, et elle n'arrive pas à un moment, elle n'en peut plus, qu'il soit toujours là. Et donc essayer de travailler cette idée-là. Donc je rencontre également la famille une fois par an, justement pour faire le point, soit avec la maman, soit avec le papa. Les deux ensemble, c'est compliqué par rapport à leur travail, mais en tout cas, l'un et l'autre s'investissent dans la prise en charge. Donc ce qu'ils peuvent me dire, c'est que c'est un enfant qui redescend dans ses émotions plus rapidement, même en classe, il est très bon. Et le point négatif dont il parle, c'est qu'en récréation encore, il y a des problèmes avec les pairs, et surtout des discordes par rapport à des histoires de compétition, de rapports de performance. On est toujours encore un petit peu là-dedans. La frustration est encore compliquée à gérer, mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Et il a des difficultés par rapport à l'injustice. Il parle beaucoup de l'injustice, il parle beaucoup de « c'est l'autre ». Et bien entendu, il a un suivi, il a un médicament par rapport à ses troubles. Donc il a un suivi en psychiatrie par un psychiatre. Ainsi, pour moi, Ruben, il semble avoir besoin de se centrer, de se décentrer. Donc pour moi, la présence des autres lui permettrait ce travail. Donc c'est pour ça que j'en ai échangé avec ma collègue en disant, je pense que maintenant, ça serait bien qu'on travaille avec les pairs pour justement apprendre un petit peu à échanger, partager les ressentis avec les autres, entendre ceux des autres, afin de pouvoir s'ajuster. Donc aller encore plus loin encore dans cette découverte de lui-même, de pouvoir maintenant transférer à l'école et de réfléchir quant à sa place, que ce soit au sein de sa famille, au sein de ses pairs. Qu'est-ce qui te fait penser que cette année, il est prêt ? Est-ce que tu le penses plus disponible, plus disposé à identifier, à parler de ses ressentis, de ce qui agite son corps, de mettre en pensée ce qui agite son corps ? Quelles sont les ressources là dont il dispose actuellement ? Donc voilà un petit peu. Donc je le présente et ma collègue me répond comme ça en me posant des questions. Donc je lui dis, je pense que Ruben est prêt dans ce travail car son entrée en 6e suscite une appréhension. Règle plus stricte, moins de tolérance qu'en primaire. Il a donc besoin de travailler sa relation avec ses pairs. Les modèles identificatoires pourraient justement lui permettre de mettre plus facilement en pensée ce qui agite son corps. Maintenant, il peut parler de ce qui peut le mettre en colère et des sensations qui peuvent aller. Et qui peut dire qu'il ne peut pas gérer ses sensations, qu'il submerge un petit peu. Et il a de bonnes capacités cognitives d'analyse et de raisonnement. Quel est le mode relationnel qu'il entretient avec les autres ? Est-ce qu'il t'en dit quelque chose ? Est-ce qu'il évoque une gêne, des difficultés dans sa relation avec les autres ? Donc son rapport aux autres est plutôt dans la rivalité. Si les autres sont plus forts ou prennent trop de place, cela a une influence sur lui. Il peut se mettre en colère, il peut alors insulter et dire des paroles très blessantes. Ses réactions font penser qu'il est blessé dans l'estime de lui-même. Quelles sont les relations avec ses parents ? Tu connais la dynamique familiale ? Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des événements à caractère traumatique dans l'histoire familiale, dans le groupe familial ou dans son propre vécu à Ruben ? Par rapport à sa mère, il est toujours à sa recherche, mais toujours en conflit. Sa maman est très, très fière de lui, avec ses performances en équitation. C'est un petit garçon qui fonctionne bien en équitation. Ils sont stricts et sévères. Il y a eu un petit souci au centre équestre, où avec l'enseignant d'équitation, il y a eu des petites frictions un petit peu trop importantes. Et Ruben n'a pas osé le dire à ses parents.
Et du coup, ses parents sont un petit peu dans un système de culpabilité par rapport à ça, en se demandant pourquoi leur enfant n'aura pas parlé. Donc ils ont changé de centre équestre, ils ont été obligés. Pareil, c'est un petit garçon qui ment beaucoup au quotidien. Donc ça exaspère le papa. Et aussi, il a beaucoup de fluctuations de la voix. Il a une voix aiguë, une voix grave. Et ça aussi, son papa, il ne comprend pas. Pourquoi ces fluctuations de voix comme ça. Monsieur est dans quelque chose de très cadré. Il n'y a pas d'éléments traumatiques connus. Et je trouve que quand même le quotidien dans les relations semble complexe. La réalité de ce qui se passe pour cet enfant à la maison, il en parle peu et ça semble difficile à partager. Et on a l'impression que chacun semble attendre quelque chose de l'autre. Donc on attend de cet enfant qu'il soit un bon enfant, qu'il ne bouge pas. On attend que ça soit une maman très 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 bonne. Enfin, voilà. Quels sont les mécanismes de défense que tu as repérés dans le fonctionnement de Ruben? Peut-être les angoisses aussi sous-jacentes à sa dynamique, puisque lui-même déjà les a-t-il abordées? Moi je comprends dans ton récit qu'effectivement il a beaucoup de conduite de prestance dans ses relations aux autres, des besoins de contrôle des situations. Est-ce que pour toi c'est en lien avec d'éventuelles fragilités narcissiques? Il est incapable actuellement de mettre des mots dessus, mais a pu relater un événement où il a pu lâcher et l'a exprimé en lien avec sa peur de ne pas réussir. Donc, dans les mécanismes de défense, il est souvent en négociation de la réalité, dans le déni. Il externalise les causes en responsabilisant les autres. Il rejette la faute sur les autres, il projette beaucoup. Il a quand même une certaine rigidité mentale et donne des explications très intellectuelles. Beaucoup de rationalisation. À ton sens, est-ce qu'il te paraît assez sécurisé pour explorer de nouvelles façons d'agir, pour profiter de ce que le groupe pourrait lui proposer, peut-être même sortir du mode réactionnel, là, dans lequel il a l'air empêtré? Donc oui, je pense qu'il est assez sécurisé pour l'exploration de ce groupe et que l'identification à d'autres pourrait donc lui ouvrir d'autres voies de fonctionnement ou mettre en lumière les siens. Donc maintenant, c'est ma collègue, Marie, qui va vous présenter donc Paolo. Donc pareil, son fonctionnement, c'est une première rencontre avec la famille, après des entretiens individuels et une proposition de suivi. Je voulais te parler d'un jeune que j'ai rencontré, Paolo. J'ai pensé à lui pour le groupe de médiation équine. Paolo est un jeune de 14 ans que je vais rencontrer pour la première fois à la demande de sa mère qui a fait une demande de rendez-vous car elle est inquiète pour lui, notamment dans ses relations aux autres au collège et pour des situations de harcèlement qui visiblement se répètent. Elle parle de maux de ventre chez son fils avant d'aller à l'école et de son envie de partir dès qu'il rencontre les autres jeunes de son âge. Paolo va à ce moment-là confirmer des moqueries qui se répètent à son encontre et confirme aussi son mal-être. Paolo est d'accord pour la démarche chez un psychologue. Je le rencontrerai donc à trois reprises pour mes premières observations cliniques et pour voir un petit peu comment elle se situe dans la rencontre. Donc Paolo et sa mère semblent avoir une relation assez proche, mais plutôt conflictuelle depuis ces derniers mois. Madame évoque un enfant qui s'enferme de plus en plus dans sa chambre et dans les jeux vidéo. Alors il faut savoir que suite à un accident neurovasculaire, sa mère est handicapée sur le plan moteur, ce qui gêne sa marche et désormais va diminuer les activités extérieures. Cet accident neurovasculaire est arrivé il y a 2 ans. Paolo la soutient beaucoup, et ce dans tous les sens du terme. Les parents de Paolo sont séparés. Paolo vit chez sa mère en garde principale et se rend un week-end sur 2 chez son père. À ce jour, il ne m'a pas donné son avis par rapport à ces modalités de garde ou d'éventuels changements qu'il désire. La mère se présente comme soutenir beaucoup les suivis scolaires, éducatifs, désormais thérapeutiques. Monsieur paraît plus en retrait. J'ai à ce jour pas eu de communication directe avec monsieur, même si effectivement il a fait savoir qu'il validait la démarche chez un psychologue pour son fils. Alors dans la rencontre, Paolo initie peu la parole. Il est peu loquace, même s'il reste toujours en relation avec l'autre et cherche à répondre le mieux possible à mes sollicitations durant les entretiens.
Il montre de bonnes capacités raisonnementales, ses réponses sur le plan intellectuel sont même assez matures, peut-être même un peu en décalage avec les jeunes de son âge. Il est plutôt réceptif à l'humour, mais on sent que c'est très dépendant s'il se sent plus ou moins sécurisé dans la relation. Sur le plan relationnel, il montre des compétences relationnelles aussi, une bonne compréhension des émotions des autres, des compétences en théorie de l'esprit, ce qui lui permet effectivement de résoudre les scénarios sociaux complexes, mais je remarque dans les situations dans lesquelles il n'est pas engagé. Et d'ailleurs, quand il s'agit de lui, Paolo est beaucoup plus inhibé, il exprime très peu ses émotions de manière générale et ses affects. Alors effectivement, sur le plan de ses affectifs, dans ses productions, la dimension de tristesse revient quand même assez souvent, associée à une quête affective assez régulière aussi. Dans ces récits, ces personnages laissent souvent la place aux autres, il y a une forme de dimension sacrificielle qui apparaît régulièrement et les figures tiers généralement sont assez gênantes dans ces productions. Sur le plan identitaire, je remarque une certaine pauvreté dans la représentation de lui-même que je vais mettre en lien effectivement avec des fragilités sur le plan narcissique. Alors voilà, je m'interroge de manière assez globale sur le retrait que j'observe chez Paolo, que ce soit chez le père, dans les jeux vidéo, globalement dans la relation, cette inhibition affective. Alors je m'interroge, est-ce que les jeux vidéo sont une manière de négocier le réel en se mettant dans un retrait dans le virtuel? Est-ce que c'est une difficulté pour lui à négocier les processus de séparation, individuation, notamment dans la relation avec sa mère, parce qu'il y aurait une source d'angoisse sous-jacente? Est-ce qu'on est sur un repli qui est plutôt signe effectivement d'une dépression latente avec une angoisse abandonnique aussi qui est associée, qui en est à l'origine d'ailleurs? Tout ceci dans un contexte où il y a les processus adolescents, les processus identitaires adolescents qui sont en cours. Est-ce une chose, plusieurs choses? Est-ce qu'on est sur une problématique autre, plutôt de type neurodéveloppemental? Voilà, j'observe toutes ces questions, j'ai à ce moment-là toutes ces hypothèses en tête, effectivement. En tout cas, ce que je remarque, c'est que l'exploration de situations nouvelles, les relations sociales apparaissent pour lui, lèvent un vécu assez complexe. On voit qu'il y a effectivement un réveil de stress, probablement une angoisse sous-jacente, comme je disais, une levée de mécanismes de défense, et notamment par l'évitement. Je comprends que ces appuis, effectivement, dans la représentation de lui-même, dans la place qu'il se fait dans son environnement, dans les liens à l'autre, tous ces appuis sont fragiles. La question de la communication reste complexe, l'affirmation et la place qu'il va donner à son désir, au désir des autres, comment il négocie la place de chaque désir, je vois que ça apparaît effectivement aussi compliqué pour lui. Alors les réponses de Paolo sur le plan affectif me semblent assez justes, mais peu développées et beaucoup sur un registre intellectuel. Pour toutes ces raisons, effectivement, j'ai pensé à un accompagnement avec une médiation. Pour faire tiers dans la relation thérapeutique, je vois bien que l'engagement dans une relation duelle peut être anxiogène. J'ai pensé avec une médiation animale pour travailler tout l'aspect relationnel, travailler la question de l'authenticité, de l'ajustement, de l'accordage, de la confiance en soi. J'ai pensé aussi à une médiation corporelle pour l'aspect connaissance de soi, travail sur les appuis, sur l'engagement de soi, et sur une dimension groupale aussi, pour être dans la rencontre de l'autre, pour pouvoir bénéficier du groupe comme un support d'identification, et pour travailler toute la question des compétences psychosociales. Il me semble à ce moment-là effectivement que les ressources de Paolo sont suffisantes pour pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement, avec des capacités d'introspection, une certaine appétence relationnelle malgré tout, et un désir qu'il exprime à plusieurs reprises de changement, de transformation, un désir de changement de sa problématique actuelle qui est sa relation avec les autres compliquée. Alors voilà, j'ai pensé à Paolo pour le groupe avec la médiation équine.
Qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, du coup, par rapport il m'a présenté donc Paolo, donc qu'elle vient de recevoir, donc je lui demande, est-ce que c'est un enfant qui s'anime corporellement quand il est dans l'échange ? Est-ce qu'elle le trouve figé dans son attitude, dans sa posture ? Est-ce qu'elle trouve qu'il a des compétences adaptatives, plutôt intellectuelles ou corporellement, qu'est-ce qu'il en pense ? Puisque moi je suis psychomotricienne, donc je vais lui parler beaucoup du corps. Oui, je pense que travailler dans le sens des thérapies bottom-up lui serait assez favorable, c'est-à-dire de passer par l'expérience corporelle pour lui permettre effectivement de développer une plus grande connaissance de lui-même, d'aller à la rencontre de lui-même, de ses désirs, de ses besoins, pour lui permettre par la suite de se penser. Je pense aussi que travailler avec des expériences corporelles pourrait lui permettre d'avoir une plus grande conscience corporelle de lui-même, développer plus d'appui corporel, ce qui pourrait progressivement lui permettre de renforcer sa sécurité interne, qui elle va être nécessaire pour la poursuite du travail thérapeutique et aussi nécessaire quand il s'agit de s'engager dans de nouvelles situations, l'exploration effectivement de nouvelles situations, la rencontre avec les autres, etc., qui est effectivement le nœud de sa problématique. Et puis, effectivement, tous ces exercices, ces expériences corporelles qui pourraient lui être proposées permettraient d'aborder les notions de posture, l'engagement de sa posture dans la relation avec les autres, la question du mouvement, la question de l'ajustement corporel. Moi, j'ai remarqué qu'il était plutôt dans un ajustement qui était intellectuel ou qui passait par la dimension de soin de l'autre. Donc voilà, c'est comment effectivement élargir la question de l'ajustement de soi, l'ajustement aux autres, pour prendre une place qui lui sera effectivement plus satisfaisante. Donc après, je lui pose comme question, est-ce que tu penses que c'est un enfant dans l'inhibition, de voir comment il se présente justement à ses pairs, puisqu'elle ne l'a rencontré qu'en individuel, et de voir du coup comment il interagit avec les autres vraiment dans une réalité, hein ? Pas que dans ce qu'il peut dire ou ce qu'il perçoit, mais que nous, comment on peut le percevoir aussi. De voir aussi si dans le groupe, on peut voir si corporellement il va pouvoir changer d'attitude avec ses pairs, le cheval, ou est-ce qu'il reste toujours dans la même posture, est-ce qu'on a des ajustements tonico-émotionnels qui vont venir, de voir où est-ce qu'il en est dans sa conscience corporelle, la question de son corps, de son propre corps, du corps de l'autre. Si nous, en psychomotricité, par exemple, on dit qu'il est inhibé, en retrait, ou il se dégouline, ou il se tient un petit peu, ou il se tient un peu trop. Par rapport aux soins aussi, il prend beaucoup soin de sa mère. Et est-ce que du coup, lui, il prend soin de lui ? Est-ce qu'il peut avoir une autre notion de soin autre chose que dans la catégorie maladie ? Parce qu'on peut prendre soin de l'autre parce qu'on est malade, mais on peut prendre soin de l'autre pour autre chose que la maladie. Et également de voir sa capacité à lâcher prise dans une situation nouvelle, dans la rencontre avec un autre, et un autre dans une communication non verbale. Au plan intellectuel et émotionnel, il présente vraiment des capacités d'analyse, de raisonnement, qui présagent quand même des possibles mouvements de réflexion, de transformation et donc de changement par rapport effectivement aux objectifs de travail avec lui sur la problématique de sa relation avec les autres. Paolo est aussi dans un désir de changement. Il peut l'exprimer, l'assumer, le répéter. Il a envie que les choses changent pour lui. Donc ça montre aussi cette appétence relationnelle qu'il a avec les autres et qui peuvent être moteurs dans les processus de transformation. Alors voilà pourquoi j'ai pensé effectivement au groupe avec médiation cheval pour Paolo, pour l'ensemble de ces choses qu'on vient de se dire. Et j'ai pensé effectivement plus précisément au groupe d'adolescents que nous avons le vendredi, avec qui on travaille la question de la conscience corporelle, la question de la posture dans l'engagement relationnel. On aborde la question des compétences psychosociales avec toutes les notions de communication, la question de prendre sa place dans son environnement. Voilà pourquoi j'ai pensé plus précisément à ce groupe pour Paolo. Ça me semble effectivement répondre aussi aux objectifs thérapeutiques qui ont été fixés avec lui et sa mère.
Et je pense vraiment aux médias cheval à la médiation équine pour lui, vraiment pour aborder la question des processus relationnels et la question de l'authenticité et d'être rassuré dans la relation avec lui-même et avec l'autre. Qu'en penses-tu ? J'en pense la même chose. Je pense que ça, c'est intéressant, justement, confronter tous ces enfants. Alors, le dispositif, donc notre dispositif de médiation équine. Alors, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Notre dispositif, donc du coup, on a des principes, un cadre, des objectifs et des moyens. Donc, il y a des principes et un cadre qui sous-tend le fonctionnement du groupe. Donc, il y a un contrat qui est, on va dire, peut-être implicite. C'est-à-dire que les principes, c'est les règles de conduite dans un cadre social et thérapeutique. Donc, donner du sens aux interdits, autonomisation dans l'autorégulation de ces conduites. Donc, les principes, il va y avoir une fonction contenante, car régulatrice des pulsions. On va garantir une sécurité, car ça va limiter et poser des limites empathiques, afin que chacun, justement, puisse s'engager authentiquement. Et on va avoir une fonction symbolisante, afin que le travail de mise en sens et de transformation puisse être à l'œuvre. Donc pour le groupe, on va l'énoncer donc à la première séance et à l'arrivée de chaque membre. Donc notre groupe, il est basé sur la bienveillance, le respect de l'autre, l'humilité. On apprend de l'expérience des autres et de soi, tous en commun d'être là pour une raison. De disponibilité et d'engagement, on tend vers la meilleure qualité de présence possible, de confidentialité, ce qui dit en séance reste en séance, sauf danger immédiat. Et de sécurité qui est propre à la médiation équine. Donc concernant les thérapeutes, eux-mêmes, ils doivent être neutres, doivent être dans une écoute active et bienveillante, avec une collaboration avec le patient vers des objectifs préalablement énoncés, et on a le secret professionnel. Donc le cadre, à quoi nous sert le cadre ? Il nous sert à apporter de la constance par sa régularité. Donc c'est une constance favorable au processus d'exploration par la sécurité interne garantie, par un processus d'élaboration. Donc notre groupe se fait donc une fois tous les 15 jours, donc dans un centre équestre tous les vendredis. Les participants, ce sont 4 jeunes âgés de 12 à 15 ans, donc c'est un groupe fermé. Les thérapeutes, donc animateurs, donc une psychologue clinicienne, une psychomotricienne et souvent j'ai un stagiaire en psychomotricité. Et nos co-thérapeutes, c'est 1 ou 2 chevaux, voilà, variant selon le projet et la demande. Donc nos objectifs globaux, c'est développer les relations aux autres en développant une connaissance de soi, une conscience de soi pour faciliter la compréhension de l'autre, sa place, sa communication, son bien-être dans son environnement social. Donc les moyens. Donc on va avoir un dispositif ritualisé. Donc pourquoi ritualiser ? Pour créer une frontière symbolique entre le dedans et le dehors, une limite qui permet une enveloppe symbolique à l'espace thérapeutique, et c'est un sas pour passer du dedans au dehors. Ce qui est bien au centre équestre où nous intervenons, les enfants arrivent et il y a une barrière. Donc physiquement aussi, symboliquement, ils entrent, les parents restent à l'extérieur et eux, ils rentrent dans le lieu thérapeutique. Donc on a mis ça symboliquement. Je trouve que cette barrière est intéressante parce qu'elle va permettre, après ils repartent par le même endroit. Donc après ils arrivent, donc après il y a la sellerie, c'est un lieu qui est fermé, il y a une petite sellerie juste pour nous, où là ils peuvent mettre leurs affaires, leurs bottes, comme il y en a un qui vient en taxi, il y en a un autre qui vient en bus, il revient du collège. Ils peuvent mettre leurs affaires et c'est là justement où il y a le petit sas de décompression entre le dedans et le dehors, ils se rencontrent, ils se voient, ils se préparent et après ils viennent au point entre guillemets de ralliement et après on va chercher les chevaux. Donc après on va aller chercher les chevaux au prêt. Donc soit on va aller chercher, alors il y a 2 chevaux qui sont au prêt et il y a un cheval il y a des chevaux qui sont au prêt puis il y en a un qui est au paddock, un peu tout seul. Après on va faire un travail dans le rond de longe. Donc on a un petit rond de longe ou alors à côté on a une carrière. Mais globalement on travaille toujours dans ce rond de longe. Puis après, une fois qu'on a fait notre travail, nos expériences, on venait au retour des chevaux prêts. À nouveau dans la sellerie, on fait un débriefing. Alors on va faire plusieurs débriefings. Si on travaille dans le rond de longe, on va débriefer entre guillemets par rapport à ce qui s'est passé. Et après, une fois à la fin, on fait un débriefing pour voir ce qui s'est passé complètement dans toute la séance, comment ils sont passés, etc. Et puis après, le départ, remise des chaussures et redépart à la barrière. Ils repassent la barrière. Un dispositif aussi rythmé. Donc pourquoi du rythme ? Parce que c'est une fonction régulateur contenant. On met du rythme parce qu'on essaie, avec nos adolescents, on a souvent
moi ce que j'appelle le phénomène salon de thé. Ils arrivent, alors ils sont là, ils sont contents, vous voyez, ils sont là, salut, ça va, et puis ils commencent à se parler, ils se parlent, et puis ils se parlent. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut faire quelque chose. Ah, oui, c'est vrai, au fait, il y a un cheval, il faut pas. Ah, il y a ça. Ah, voilà. Donc si on ritualise pas un petit peu, si on met pas un peu de rythme, on leur insuffle du rythme, on a l'impression qu'ils se perdent un petit peu dans ces sensations-là de retrouvailles entre eux, ce qui peut être intéressant, hein, mais que du coup, pour aussi un petit peu dynamiser, pour se porter un petit peu tout seul, voilà, on met ce rythme qui nous paraît intéressant. Et on sait que le rythme, il est quand même au cœur de l'accordage corporel et affectif. Et ce rythme aussi, c'est aussi un rythme thérapeutique, puisque la séance avance par cycle, par étape. Et alors, du coup, là, par rapport à l'entrée dans les séances, il y a deux possibilités. Soit, entre guillemets, la possibilité psychomote, c'est-à-dire que moi, j'aime bien, on commence d'abord par faire l'expérience et on parle après. Et souvent, ma collègue, elle préfère à dire, on va quand même déjà mobiliser le cognitif, et puis après, on fait l'expérience corporelle, et puis après, on revoit pour le cognitif. Voilà. Alors, des fois, on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Et donc, du coup, selon comment on voit justement les enfants, si on voit que ils sont là, voilà, un petit peu en position salon de thé, ben on se dit, bah non, on va toujours les mettre en action. Quelque chose où on va leur demander de s'engager corporellement pour que du coup, ça puisse commencer à partir. Par contre, si on voit que déjà ils sont engagés, on se dit peut-être qu'on peut parler de l'éveil cognitif en essayant de leur refaire réfléchir sur des éléments et peut-être leur dire, est-ce qu'il y a un exercice, par exemple, que vous avez déjà fait, que vous vouliez refaire, pour aller explorer un petit peu plus loin ce qui a déjà été exploré. Hein, même si on a des fois nos objectifs en tête, on s'adapte aussi par rapport à comment sont les ados à ce moment-là. Donc tout à l'heure, elle a parlé aussi du coup de cette expérience, elle appelle bottom-up. Donc passer d'abord par l'expérimentation corporelle et relationnelle et après verbaliser. Et donc après, on a différents temps pendant la séance. Alors on peut leur proposer un temps de pensage. Pour nous, c'est un temps relationnel, de rencontre de soi, du poney, du cheval, rencontre du groupe. C'est un soin au niveau sensoriel, le soin, le corps à corps. Après, on peut proposer des expérimentations à pied, donc pour un travail d'ajustement au pas du cheval, travail autour de la tenue de longe, de la tonicité qu'on peut mettre au bout de la longe, donc comment on tient son cheval. Travail sur sa place, travail en double longe, travail de coopération et de communication à plusieurs sur une même longe aussi. Après, on peut proposer des travails de parcours, qui paraît tout bête, mais on va travailler les fonctions exécutives, la planification, l'organisation, l'anticipation, la prise en compte de l'espace du corps, de soi et du cheval. Et après, on peut proposer un travail de portage. Et après, on a le temps de débriefing dans la sellerie. Et parfois, on peut utiliser des cartes pour justement avoir des soutiens pour pouvoir verbaliser. Parce que des fois, quand on leur demande comment ça s'est passé, ah bah c'était bien. Mais à part ça, ils ne peuvent pas. Et donc, du coup, des fois, de leur permettre d'avoir des objets, entre guillemets, médiateurs aussi, qui leur permet de pouvoir aller plus loin dans leur parole, dans leur verbalisation, d'avoir des appuis. Alors, nos références théoriques, donc on a des références théoriques, j'ai envie de dire plus peut-être psychologiques que vous connaissez, et peut-être des références un peu plus peut-être psychomotes que vous connaissez peut-être moins. Du coup, ce que je vous propose au départ, on voulait vous parler encore de la séance, etc. Et ce que je vous propose, du coup, pour que ce soit peut-être un petit peu plus interactif, c'est qu'on va vous parler d'une séance et que nous, on va vous donner notre point de vue et ça serait peut-être bien de vous d'avoir votre point de vue. Donc, nos séances, en toile de fond, donc on a ce qu'on appelle les compétences psychosociales pour les enfants, je ne sais pas si vous devez connaître. Hein. C'est autour des habilités sociales, ce qu'on appelle les habilités sociales, donc les compétences psychosociales. Donc, la communication, les émotions, gérer son stress... communiquer donc efficacement, avoir une pensée créative, résoudre les problèmes. On va vous proposer une séance qui a été choisie. Donc je vais vous relater un petit peu la séance. Donc les enfants arrivent, ils vont dans la sellerie, on les attend, et là on les attend. Et là je me dis mince, qu'est-ce qu'ils font? Et je me dis je vais aller voir un petit peu. J'arrive, et donc ce que je vois, c'est qu'il y a 2 enfants qui sont devant la porte, en train d'enfermer 2 autres à l'intérieur. On trouve ça intéressant. Oui, bien sûr, on arrive en tant qu'adulte, on va remettre un petit peu de cadre, un petit peu de limite, parce que bon, c'est notre travail, entre guillemets. Mais en termes de qu'est-ce qui se passe, on trouve ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils sont en train d'être dans le jeu, maintenant. Ils sont à 4 dans le jeu. Il y en a un, quand on arrive, on voit, il se pousse spatialement. Par exemple, Paolo, il se recule, hein.
on s'engage pas, non, j'y étais pas, c'est pas moi, hein, c'est elle. Donc on a une Charlotte qui est là, qui prend sa place et qui, il n'y a pas de souci, bah oui, j'enfermais les autres, quoi, je rigolais, j'enfermais les autres, c'est marrant. Et puis à l'intérieur, on a Paolo et un autre enfant, Diego. Et Diego, lui, peut dire maintenant, non, moi j'aime pas ça, hein. Moi ça m'amuse pas votre histoire. Ça m'amuse pas du tout, moi j'aime pas être enfermée. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là on voit quand même que, du coup, cette sécurité dans le groupe, les enfants peuvent s'exprimer. Alors, ok, Paolo, il s'exprime pas verbalement, donc il se retire d'un air de nous dire, non, c'est pas moi. Clarisse, elle se pose en disant, oui, je suis bien l'instigatrice du jeu, là. Moi, ça m'amusait bien, cette histoire. Et puis, Diego, lui, peut dire aussi, non, moi, ça me plaît pas. Donc, chacun commence à prendre sa place dans ce groupe, en pouvant verbaliser eux-mêmes leurs besoins et leurs envies. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez une autre lecture, une autre... Donc, on attend, donc ils arrivent, donc ils reviennent. Ils se regroupent et tout d'un coup, donc ils savent qu'il souvent il y a un groupe qui va avec la psychologue. Ils sont 4, il y en a 2 qui vont chercher le cheval au pré et 2 autres qui vont chercher l'autre cheval au paddock. Et là, ils se regroupent tous ensemble et ils vont tous au pré avec la psychologue et moi je vais toute seule, je me retrouve toute seule à aller chercher le cheval au paddock. On laisse faire, voilà ce qui se passe. Pour vous, ça voudrait dire quoi? Je sais pas, quelle serait votre interprétation par rapport à ça? Ouais, le groupe s'est soudé. C'est ce qu'on a cherché d'ailleurs. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherchait justement dans ce groupe? C'est que ça fasse groupe. On a mis 4 enfants ensemble, ce qu'on voulait c'est que ça fasse groupe. Donc du coup on se dit chouette, on a quand même réussi quelque chose. Chacun semble prendre sa place et puis ils font bloc ensemble. Par contre, nous en tant qu'adultes, on est un petit peu extrait de ce groupe. Donc ils reviennent dans le rond de longe, on continue, je marche avec le cheval, eux ils sont derrière. Donc il y a 2 enfants, il y a Ruben qui est avec l'autre cheval, Falcon, qui adore ce cheval, donc il reste à côté. Charlotte qui, elle, se dit pourquoi il est toujours Ruben, donc elle reste à côté, puis elle essaie de négocier pour elle aussi pouvoir rencontrer ce cheval. Et on a les 2 autres qui font salon de thé derrière et qui discutent, donc Paolo, qui discutent jeux vidéo. Et plusieurs fois, donc du coup le cheval s'arrête, le cheval que je tiens, il s'arrête. Et donc là on s'aperçoit qu'eux aussi ils s'arrêtent. Je reprends, ils reprennent, et ainsi de suite. Donc on voit que même si on a l'impression qu'ils sont pas là, ils sont quand même là. On a un ajustement qui se fait comme ça, beaucoup mieux. Ils sont quand même attentifs à ce qui se passe, mais ils sont quand même pas dans le déroulement entre guillemets de la séance. Donc du coup, avec ma collègue, on se regarde, on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on laisse faire et on voit jusqu'où ça peut aller cette histoire, ou est-ce qu'on arrête et puis on dit on reprend sur quelque chose. Donc on décide que c'est la deuxième chose, c'est-à-dire qu'on arrête. Et donc pour arrêter, spatialement, moi je me décale, je casse le groupe, je me décale, et là tout d'un coup les enfants s'arrêtent et nous regardent. Quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là on attend de voir s'il y a un sens qui arrive, quoi. Et là il y a quand même quelqu'un qui dit oui, c'est la psychomote qui tient le cheval. Ouais, vous pensez que... Et donc là on peut les remobiliser. Pour nous, même si... Comment on appelle ça? Même s'il y a ce phénomène-là, on se pose des questions justement sur les mécanismes de défense que peuvent avoir les enfants. Par exemple, Paolo et Diego qui sont toujours un petit peu à l'extérieur par rapport au cheval, qui ne s'engagent pas. Ils s'engagent sur des choses qu'ils ont en commun, les jeux vidéo, mais ils ne s'engagent pas dans quelque chose de l'ordre de la réalité. Alors que Charlotte et Ruben, eux, sont plutôt dans quelque chose de je veux être là à tout prix, et je prends beaucoup de place. Pourquoi la complémentarité de nos approches est intéressante? Parce qu'elle permet une clinique plus riche de la personne, plus globale. Elle met en conscience les ressources corporelles, son fonctionnement pour permettre de modifier son rapport au monde et à soi. On pourrait dire que la psychomotricité, on est plutôt dans le vivre et la psychologie plutôt dans le vécu. Nous pouvons être dans le contenu manifeste du corps et dans le contenu manifeste du discours également. Et on peut être aussi dans cette complémentarité où ça permet à la fois de réfléchir sur le comment quelque chose nous affecte et d'un autre côté sur le pourquoi. Voilà, je vais m'arrêter. Merci à vous.